Bien, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Nous sommes devant vous ce soir pour parler spécialement et précisément de la situation qui prévaut ici en Tunisie. Il y a eu des agressions, sinon une de nos compatriotes qui s'est fait agresser et il a suivi des mesures et qui fait qu'aujourd'hui nous subissons tous des choses et nous vivons justement dans une certaine crainte. Et du coup, on a décidé de se rendre dans le siège. Au siège, justement, nous sommes au siège de l'UIT pour s'acquérir auprès du président. J'ai nommé M. Anseri Soka, justement, pour savoir simplement ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui balancent des informations sur Facebook, sur Internet, sans vraiment vérifier, sans donner la bonne information. Donc, nous sommes là ce soir pour vous donner les bonnes informations. Alors, Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Super. Bon, je pense que la plupart des personnes qui regardent, vous le connaissez déjà, c'est M. Anseri Soka, président de l'UIT. Et Président, nous sommes là justement pour parler de cette situation que nous vivons tous depuis, j'ai envie de dire, une semaine. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est justement? Parce qu'on parle beaucoup d'agression, ça part de là justement, et nous sommes venus à la source pour savoir ce qu'il en est réellement. Ok, merci chers journalistes, merci à tous, merci à tous nos frères et sœurs subsahariens, tous nos frères depuis les pays, merci à la Tunisie, nos tuteurs. Je suis le président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Alors ce soir, je suis au siège pour vous donner encore des détails sur la situation. Il faut dire que tout a commencé depuis le lundi. Le lundi passé, nous avons aux environs de 13 heures, heure locale en Tunisie, nous avons une compatriote qui a été tuée. Elle était chez elle avec son mari et son enfant de 9 mois. Et les agresseurs sont venus chez elle. Et elle les a reçus comme tout Ivoirien, tout étranger dans un pays qui a son frère qui arrive chez lui et qui reçoit son frère comme un frère de même père. Comme un invité. Et donc elle a reçu, elle et son mari, elles ont reçu ces jeunes gens-là. Et quelques temps après, ils ont constaté qu'il n'y avait personne dans la maison. Elle était seulement avec son mari et son enfant. Donc, ils étaient venus à deux. Et après, il y a un qui est descendu, qui allait appeler les autres pour dire que venez, et qu'ils sont deux seulement dans la maison. Il n'y a pas de voisins, donc on peut faire l'opération. C'est ainsi qu'ils sont remontés au nombre de presque 10 personnes. Et son mari a été attaché dans la chambre. Il a été attaché sur tous les plans, hein, c'est-à-dire ses pieds, ses bras, sa bouche, ses yeux. Et ils ont commencé à demander de l'argent à la dame. Où est l'argent? Au début, elle a répondu qu'il n'y avait pas d'argent. Et arrivé à un certain moment, il a attendu un coup. Et donc, il avait les yeux bandés, donc il ne savait pas qui avait reçu le coup et c'était quel bruit. Et quelques temps après, il a constaté que ces jeunes gens-là ont pris la fuite. Ça, c'est le mari de la dame. C'est le mari de la dame. Et après ça, il a tout fait, il s'est débattu et il s'est détaché. Il a constaté que sa femme avait commencé à perdre assez de sang, perdre connaissance, et il a crié au secours, puisqu'il était attaché. Donc il a pris presque 10 à 15 minutes pour se détacher. Et c'est comme ça qu'il a fait appel aux voisins. Et quand les voisins sont venus, ils ont tout fait, ils ont récupéré la dame, et c'est en bas, à l'entrée de la porte, qu'elle a rendu l'âme. Voilà un peu ce qui s'est passé sur la mort de notre compatriote. D'accord. Donc, ce que j'ai envie de préciser, la dame et son mari sont de quelle nationalité? Et ils sont des Ivoiriens. La dame est ivoirienne et son mari est ivoirien.
D'accord. Et la scène s'est passée dans quelle zone, justement? Ariana Soug, je crois, dans la zone d'Ariana. D'accord. Donc ça, c'était le lundi. C'était le lundi. D'accord. Donc vous, en tant que président de l'association, je suppose que vous avez appris la nouvelle le même lundi? Oui, le même lundi, tout s'est passé, je crois, aux environs de 13h, midi 30, 13h, 14h. Et déjà, à partir de 15h, nous avons reçu des informations, comme d'habitude. Les Ivoiriens, quand il y a une situation dans la communauté, nous sommes l'une des premières personnes qu'on appelle. Donc, j'ai été contacté à travers le numéro du secrétariat général. Et c'est comme ça que je me suis rendu sur les lieux avec une équipe. Et quand nous sommes arrivés, Dieu merci, les chefs, la police d'Ariana, que je salue de passage, le district d'Ariana, que je salue de passage, qui nous a reconnus. Et tout de suite, on avait un véhicule, donc notre véhicule, plus le véhicule les deux véhicules de la police, nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail. Et nous étions même dans le poste de police où le mari était menotté parce que les gens se posaient des questions, la police se posait des questions. Pourquoi est-ce que c'est la femme qu'ils ont tuée et le mari n'avait pas de cicatrice sur lui, il n'avait pas de sang sur lui. Et il y a eu des questions qu'ils lui ont posées. Ben, il était traumatisé. Il a fallu que je vienne pour lui dire, mon cher ami, dis-nous la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ainsi qu'il a commencé à expliquer l'histoire. Vous voyez? Et donc, voilà comment l'enquête a commencé. Et tout s'est passé aux environs de 13h, de midi 30, 13h jusqu'à 18h, 19h. Nous étions encore avec la police. Jusqu'à 3h du matin où ces assassins ont été retrouvés. D'accord. Bon, déjà, nous, on vous remercie pour le boulot que vous faites. C'est évident. Merci. Après, j'ai envie de poser la question. Il y a combien de personnes qui sont impliquées dans cette histoire, justement? Ben, comment on appelle, le mari, quand il a vu un peu, parce qu'il avait les yeux bandés, donc il n'a pas compté le nombre. Mais quand ils sont venus, il a dit, au début, ils sont venus à 2. Et après, ils ont appelé un grand nombre. Donc, ils étaient très nombreux. Donc, c'était un coup qui était bien préparé. Un coup qui était bien préparé. Puisque avec les enquêtes de la police, quand ils ont été retrouvés, ils nous ont fait écouter, la police nous a fait écouter des conversations sur un WhatsApp, voilà, où l'autre disait on a une opération à effectuer aujourd'hui à Ariana. Donc, ça a été un coup qui a été préparé. Des conversations de qui? Des délinquants, des assassins. D'accord. Vous voyez? D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, justement, la police a interpellé combien de personnes? Non, aujourd'hui, la police a interpellé 7 personnes. 7 personnes, oui. Ok. Et encore, les enquêtes sont encore en cours ou oui. Non, les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours puisqu'ils sont nombreux. Donc, les enquêtes sont en cours. D'accord. Bon, nous, on profite pour dire encore Yako au mari de la dame, parce qu'on l'a trouvé ici en venant. Yako, encore frère à toi. Et bon, là, c'est la situation qui, je dis, c'est le déclencheur, parce que depuis, j'ai envie de dire 2 jours, ou quelques jours quand même, on assiste à des rafles ou des rapatriements, des arrestations. On ne comprend pas trop. Chacun essaie d'expliquer un petit peu, chacun donne son avis sur Facebook. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à tout ça? Ben, il faut dire que, en ce qui concerne les rafles aujourd'hui dans la communauté subsaharienne, comme on le dit en Côte d'Ivoire, mais je ne parle pas aujourd'hui au nom de... Je ne parle pas aux Ivoiriens seulement, je parle à toute la communauté subsaharienne. Mais comme je suis Ivoirien, je vais donner une petite phrase de chez nous. Comme on le dit, c'est nous-mêmes qui avons cherché. C'est ce qu'on a semé là, que nous sommes en train de récolter. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays étranger. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes étrangers. Mais lorsque tu es étranger et que tu es dans un pays et que tu sais que tu as des droits et des devoirs, il y a des choses qu'on ne fait pas. Bien sûr. Il y a des comportements qu'on ne peut pas adopter, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, nous constatons dans la communauté que l'étranger ne sait même plus qu'il est étranger ici en Tunisie. Et c'est aujourd'hui, ce genre de comportement aujourd'hui est en train de rendre la vie difficile aux innocents que nous sommes. Parce que celui qui est délinquant,
celui qui a pour mission depuis son pays de tuer, d'agresser, il n'a pas de crainte quand il arrive dans un pays où il rentre par le désert facilement, de venir agresser et les autres prennent des pots cassés. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation que nous-mêmes nous avons cherchée. Parce que si on se comportait bien, et que si aujourd'hui nous savons que nous avons le droit de marcher tranquillement, de marcher, le droit que les Tunisiens doivent nous respecter, que nous savons que nous avons un droit, et que dans la vie, nous travaillons et que nous devons être payés, et qu'aujourd'hui, ici en Tunisie, quand il y a une situation, la police a le droit de nous assister, mais nous devons aussi savoir que nous avons des devoirs. Le devoir de respecter la Constitution, le devoir de respecter les lois du pays, le devoir de savoir qu'on est étranger, et le devoir de savoir marcher dans un pays étranger. Et ce n'est pas ce que la communauté subsaharienne est en train de faire aujourd'hui en Tunisie. Donc aujourd'hui, tout ce comportement-là aujourd'hui, la communauté tunisienne, je peux dire, entre guillemets, est fatiguée de nous. Parce que ce n'est pas la première fois que... Parce que ce n'est pas la première fois. Ouais. Donc quand quelque chose quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est vrai, la communauté tunisienne, les autorités tunisiennes, parfois, il y a de laisser aller, il y a une négligence de la situation que nous vivons parfois ici. Lorsque nous sommes agressés, parfois on leur dit non, il ne faut pas le travail. Lorsque nos compatriotes travaillent et ne sont pas payés, il y a des abus de pouvoir. Lorsque parfois on a des situations à l'aéroport, on nous fait retourner sans motif, tout ça c'est des problèmes que nous suggérons parfois. Mais lorsqu'on nous suggère ce genre de problèmes, il ne faut pas aussi aller déconner. Il faut marcher comme un étranger. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Donc voici un peu le comportement qui a aujourd'hui poussé les autorités tunisiennes à faire ces arrestations ces jours-ci. D'accord. Bon, puisqu'on parle d'arrestation, juste avant d'arriver aux arrestations, qu'est-ce que vous, en tant que leader, en tant que président d'association de communauté, vous avez parlé de devoirs, qu'est-ce que vous conseillez justement aux subsahariens qui vous écoutent en ce moment? Ce que je conseille aux subsahariens qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que, d'abord en tant que président de l'Union des Ivoiriens, l'association qui a plus d'adhérents ici en Tunisie, dans la communauté subsaharienne, c'est d'abord de savoir marcher, de savoir se comporter, d'être présentable. Parce que parfois quand on dit que je serais un peu choquant ce soir, puisque c'est nous qui avons voulu ça. Quand je vois parfois, les gens me disent non, on nous traite de gira-gira, on nous traite de noirs, on nous traite de je ne sais quoi. Mais est-ce que quelqu'un qui est présentable, cher journaliste, est-ce que toi aujourd'hui avec l'accoutrement que tu as aujourd'hui, est-ce que un Tunisien peut te voir dans la rue et te traiter de gira-gira ou bien de je ne sais quoi? Mais tu fais, ton apparence ressemble à quelqu'un qui est venu à l'aventure, qui sait ce qu'il est venu chercher. Ton apparence ressemble à quelqu'un qui n'est pas un danger pour la Tunisie, pour la société. Donc, du coup, tu es bien traité. Mais lorsqu'on a une apparence, lorsqu'on rentre dans un pays sans passeport et qu'on prend des armes blanches, on a des armes blanches sur toi, tu as des armes blanches sur toi et tu te promènes dans les rues et que tu es devenu un danger pour ton propre frère subsaharien, mais la communauté, la population tunisienne va commencer à s'inquiéter. De la même manière, nous avons aujourd'hui dans nos pays des présidents de quartier. C'est comme ça ici en Tunisie, c'est la même chose qui se passe. Mais la population va commencer à avoir peur. Ça a été le cas, aujourd'hui c'est le cas du côté d'Ariana. Où la population d'Ariana ne sait même plus qui est qui. Donc du coup, les bailleurs, les propriétaires des maisons ont une pression. Ouais. Donc, c'est de dire à notre communauté de savoir marcher. C'est de dire à notre communauté d'être humble, d'être solidaire, de savoir marcher, de connaître les droits et les devoirs quand on est dans un pays. De savoir que nous sommes des étrangers. Parce que nous sommes l'une des personnes, nous sommes l'une des associations qui crient haut et fort parfois. Lorsqu'il y a des abus de pouvoir, il y a des problèmes dans la communauté. Parce que nous aussi, nous pouvons aussi dire à la communauté ivoirienne, tunisienne, que parfois nous sommes maltraités. Mais pour leur dire ça aussi, il faut qu'on se comporte bien.
Bien sûr. Bon, j'ai envie de poser la question, vu qu'on dit hein, la charité bien donnée commence par soi-même, nous en tant que subsahariens, est-ce que si dans nos quartiers, on remarque ou on voit que parmi nous, il y a des gens qui sont suspects ou qui sont bizarres, comment on devrait réagir? Je veux dire, nous, en tant que subsahariens. Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce que, voilà, on laisse jusqu'à ce que tout se gâte, que tout le monde subisse, ou qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, 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 c'est arrivé, hein, c'est déjà gâté. L'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Voilà, donc c'est le moment de dire à toute la communauté subsaharienne en Tunisie que lorsque vous constatez des personnes hein, qui sont bizarres dans votre quartier, il faut signaler cela. Nous, au niveau de l'Union des Ivoiriens, déjà, nous allons prendre des dispositions. Parce que ce n'est pas à cause de ces délinquants-là qu'aujourd'hui, les gens vont... Avant-hier, on a un compatriote qui est décédé par je crois, par une maladie là et qui n'est pas tombé malade. Mais ce sont des pensées, des soucis que nous avons ici. Des milliers de décès que nous constatons aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être dans un pays où on dit que le subsaharien n'a pas la possibilité à 90% d'avoir les papiers du pays, pendant qu'on est stressé, pendant qu'on a des difficultés, pendant que c'est difficile de faire partie de l'argent à nos parents et que nous travaillons, que nous ne pouvons pas dépenser cet argent et que nous travaillons et que nous n'avons pas de liberté, nous sommes stressés. Pendant ce temps, on ne peut pas connaître la position des délinquants qui nous empêchent de connaître nos droits, qui nous empêchent d'avancer. On ne peut pas savoir qu'ils sont dans tel lieu et puis se taire. Donc c'est le moment de dire à tous nos compatriotes, c'est le moment de dire à la communauté subsaharienne que lorsque vous constatez qu'il y a des personnes qui sont bizarres, signalez-nous et nous, on va interpeller la police. Parce que à 90% des personnes qui rentrent par la voie légale, à 90% des personnes qui rentrent parce qu'ils savent ce qu'ils sont venus chercher, ils ne peuvent pas prendre des couteaux, des machettes et aller agresser les compatriotes. Président, je vois que ça fait 2 fois que tu reviens là-dessus. Est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est prouvé? Je veux dire que toutes ces agressions proviennent des personnes qui sont rentrées irrégulièrement, j'ai envie de dire. Oui, à 80%, à 80% sont des personnes qui viennent du désert. Okay. À 80% sont des personnes qui viennent du désert. C'est pour cela que je dis en même temps aussi à la communauté, aux autorités policières tunisiennes, de plutôt mettre l'accent sur ceux qui sont passés par le désert. Ceux qui n'ont pas de passeport, de plutôt chercher à les identifier, à les enrouler, à prendre des empreintes, que de mélanger tout le monde. Parce que hier, j'ai été surpris, j'ai eu mal hier, dans un poste de police où 21 personnes ont été arrêtées. Parmi les 21 personnes, il y avait des personnes qui avaient la femme enceinte, il y avait des personnes qui avaient des enfants sur le territoire, mais aujourd'hui qui sont en prison. Ça s'est passé hier, dans un poste de police à Ariana. Des personnes qui sont rentrées par la voie normale, par l'aéroport, qui ont des enfants sur le territoire. Donc, il ne faut pas mélanger aussi tout le monde. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Justement, donc, du coup, à ces arrestations, je veux dire, c'est dans le but comme les gens disent sur Facebook, de rapatrier les gens, ou c'est dans le but de faire un tri, c'est dans le but d'enregistrer les gens? C'est dans quel but, justement? Ces arrestations-là, oui, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire, chers journalistes, dans quel but ils font ces arrestations. Parce que si c'est dans le but de prendre des empreintes de ces personnes, on ne peut pas les envoyer à Bouchicha. Okay. Bouchicha qui est une prison. J'ai appris même que d'autres ont été déjà transférés à Monaguia, qui est la prison, la grande prison. Mais je pense que lorsque, lorsque on arrête ces gens de personnes, quand ils ont des passeports, ou bien quand ils sont rentrés. Parce que le problème de la Tunisie, c'est quoi? Le problème de la Tunisie, c'est que la Tunisie, nous rentrons sur le territoire tunisien, mais nous n'avons pas la possibilité de faire la carte de séjour. Donc, nous avons 90% de la population subsaharienne qui a le passeport, qui est rentré légalement sur le territoire, mais qui n'a pas la carte de séjour. Parce que c'est carrément impossible. Il faut le dire. Hein, si nous sommes devant les médias, je suis responsable communautaire, je n'ai pas peur. Je suis responsable des droits de l'homme. La Fondation internationale des droits de l'homme, de la FIDOP en Côte d'Ivoire.
De passage, je salue le président fondateur Bouga Sako parce que j'ai été nommé vice-président depuis après avoir été responsable de la jeunesse, délégué de la Tunisie. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Donc nous ne pouvons pas être dans un pays où c'est carrément interdit, impossible, difficile d'avoir la carte de séjour. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous constatons la traversée de la Méditerranée qui est devenue aujourd'hui, comment on appelle, un fléau qui tue plus que le corona. Donc la Tunisie devient, entre guillemets, une prison à ciel ouvert pour les subsahariens, à cause de la carte de séjour. Mais je pense que si la carte de séjour se fait facilement, on ne va pas assister à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Non. Les gens sont malades, ils ne peuvent pas aller dans leur pays parce qu'ils sont dans des pénalités. Les gens sont malades parce que les gens ont des problèmes, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de papiers, de cas de séjour. Les gens sont agressés, ils ne peuvent rien faire parce que, voilà, les agressions, tout ça aussi, il y a le problème de la carte de séjour qui amène tout ça. Donc c'est le lieu d'interpeller l'État tunisien, c'est le lieu d'interpeller nos gouvernements, nos autorités, de chercher à discuter réellement avec les autorités tunisiennes sur le cas des subsahariens, des étrangers en Tunisie. Surtout dans le côté subsaharien. Parce que si on ne le fait pas dans les années à venir, ça sera très difficile pour nous. Et ça peut même créer un conflit. Je dis bien un conflit. Si aujourd'hui le subsaharien est devenu un ennemi pour son propre frère, c'est parce qu'il s'est dit que personne n'a papier pour aller au poste de police, donc chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais j'ai envie de dire justement, c'est le lieu aussi de rappeler qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la carte de séjour pour entrer dans un poste de police pour signaler. Non, mais ça, c'est vous êtes... Que les gens ont peur. Non, cher journaliste, c'est ça. Vous êtes un journaliste, vous connaissez vos droits, vous connaissez vos devoirs. Okay. Vous fréquentez des endroits où vous apprenez tout ça. Mais pour celui qui est venu en Tunisie, à qui ils ont dit qu'il y a le beurre en Tunisie, il y a tout. Il peut s'en sortir en Tunisie, qui arrive, qui constate que c'est seulement aller au travail, revenir à la maison, qu'il peut s'en sortir. Mais est-ce qu'il peut savoir que c'est pas seulement avec la carte de séjour qu'on doit aller dans un poste de police? Il y a une réalité. Donc il y a un manque d'information. Du coup, qu'est-ce que nos représentants diplomatiques pensent justement de ça, de cette situation? Je ne sais pas si vous avez eu à rencontrer des responsables d'ambassade et tout, mais qu'est-ce qu'ils pensent justement? Ou qu'est-ce qu'ils font? En ce qui concerne la question de nos représentants diplomatiques, je pense que quand le fer est chaud, là, c'est le moment de taper, de la batte de fer. Parce que nuit et jour, ils constatent cela. Et nous sommes en contact avec ces responsables diplomatiques en Tunisie. Mais, je le dis, il y a vraiment... Parce qu'on ne les sent pas. Voilà, il y a vraiment, comment on appelle, justement leur impact. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, c'est tous les pays de subsahariens en Tunisie. Je ne suis pas en train de parler de l'ambassade de Côte d'Ivoire, oui, mais je parle de toutes ces ambassades ici. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui, la question du migrant subsaharien en Tunisie se débat sur la table des diplomates subsahariens en Tunisie. Parfois, on a du mal même à savoir, on se pose des questions s'ils ont un groupe même, est-ce qu'ils se communiquent? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des subsahariens qui sont sur le territoire? Parce qu'il y a trop de laisser aller, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, il n'y a rien sur la question des migrants, des citoyens même qui sont, pour qui ils sont sur le territoire tunisien. Alors moi j'aimerais que tu regardes justement la caméra. Oui. L'ancien appel aussi à tous nos représentants diplomatiques de tous les pays subsahariens, parce que je pense que... Non, on ne va pas lancer d'appel parce que c'est l'appel qui va aller vers eux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'ils sont obligés de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous constatons que la communauté bouge. Mais c'est comme ça aussi les États bougent. C'est comme ça aussi les diplomates ont commencé à comprendre qu'il y a du feu. On ne va pas le dire, parce qu'on a toujours... Quand on parle, on dit non, c'est un politicien. Quand on parle, on dit non, il est temps. Quand on parle, on dit non, c'est parce qu'il veut salir l'image de la communauté des diplomates. Quand on parle, on dit non, on te met une étiquette. Et ce qui est mauvais encore dans la communauté, on a ces soi-disant présidents d'associations qui, aujourd'hui, qui prennent
c'est-à-dire le chapeau de président là pour se faire un nom, je ne sais pas. Et ils sont toujours protégés par ces personnes. On sait tout dans le cas, M. Ansel Soukaba dit non, on ne sent pas la diplomatie subsaharienne en Tunisie. Tu vas les voir demain sur les réseaux sociaux, ils vont prendre des photos avec les diplomates, ils disent non, tout se passe bien. On ne sait pas quel intérêt ils gagnent dedans. Voilà une communauté aujourd'hui qui, les leaders sont devenus assez... Donc ça veut dire que le président d'association que vous êtes aussi, vous ne faites pas aussi votre boulot. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que lorsqu'un président d'association compte sur le diplomate pour boire un verre d'eau, qu'est-ce qu'il va dire devant le diplomate? Est-ce qu'un Ansel Soukaba aujourd'hui peut se mettre là aujourd'hui pour dire non, j'ai honte de parler de la diplomatie ivoirienne? Je l'ai dit ce que j'ai envie de le dire. Parce que c'est le droit, c'est mon droit de le dire. Parce qu'il ne m'assiste pas. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, le problème de la communauté, c'est le problème du leadership. Okay. Parce que si les leaders avaient un esprit mais les diplomates là, on pouvait créer même des rencontres avec la diplomatie subsaharienne. Bien sûr. Ils ont la diplomatie, elle a une représentante, je crois, l'ambassadrice de quel pays là? Je sais pas trop. Vous comprenez? Ils sont là, mais ils regardent. Quand on parle aujourd'hui, on n'est pas étudiant. Il y a trop de choses. D'accord, c'est compliqué. Du coup, est-ce que vous, à votre niveau, en tant que président de l'UIT, est-ce que vous pensez réunir ou rassembler justement le président d'association? Parce que je sais que seulement pour la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs associations et d'autres présidents d'associations qui sont d'autres pays. Justement, est-ce que vous comptez vous réunir, déjà vous, à votre niveau, pour parler? Non, on va pas parler de réunir les gens ici aujourd'hui. Je dis et je répète, le tonnerre a grondé. Chacun va attraper sa tête. On va laisser un peu de temps. Chacun va attraper sa tête pour savoir que nous sommes sous un arbre. Et que l'arbre peut tomber à tout moment sur nous. Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, il y a un laisser-aller. Il y a trop de choses. Quand tu vas réunir tout à l'heure les présidents communautaires, il y a encore des présidents qui vont dire de quoi, je ne sais pas. On est là. D'autres sont manipulés, vous voyez. Mais aujourd'hui, là, la situation qui arrive, je le dis, hein, je vais vous donner un exemple. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Le poste de police qui est à Ariana, au métro. Je partais à Ariana, comment on appelle, au tribunal d'Ariana, dans la voiture. Et ils nous ont arrêtés à Ariana, au métro. Quand j'ai présenté mes pièces, le policier, il a pris mes pièces, il a mis ça de côté. Le chauffeur a présenté ses pièces, il a pris les pièces du véhicule, les pièces du chauffeur, il a mis ça de côté. Celui qui était dans la voiture avec moi, il a pris ses pièces, il a mis ça de côté. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux me présenter? Il m'a dit, je vous connais, monsieur, mais venez au poste de police. Il n'y a pas de souci. Je suis revenu au poste de police. Je suis allé au poste de police. Et quand le commissaire m'a vu, il m'a dit oui, il m'a donné les papiers, il m'a dit non, on voulait parler avec toi. C'est pour ça qu'on t'a dit de venir. On a échangé. Vous comprenez un peu? Mais, laissez-moi vous dire que il y a des personnes même dans la communauté à qui on arrête parfois, oui, pièces, et puis il fait ce qu'il veut aux policiers. Il dit ce qu'il a envie de dire. Il parle mal aux policiers. Et quand c'est comme ça, nous sommes tous, on a la peau noire, on nous prend tous ensemble. On nous mélange. Donc il y a ce genre de situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le tonnerre a grondé. Mais la seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est que dans la communauté, des personnes qui sont bizarres, nous, on va faire un travail de fond. On va nettoyer la communauté. Et là, je le dis au fort devant ces médias, que la police tunisienne, les autorités tunisiennes, vraiment, nous allons travailler avec eux. La première année, on a travaillé avec eux. Les jeunes ont été arrêtés. Les coupables, ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était le cas de John Sena, je crois, le jeune Guinéen qui a été tué à Asfas. Nous avons travaillé avec la police tunisienne. Ils ont été arrêtés ici à Rawed. Aujourd'hui, nous allons continuer de travailler avec la police tunisienne pour nettoyer la communauté. Vraiment, félicitations pour le boulot abattu. Hein. Merci. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux subsahariens? Quand on sort à partir de maintenant, quels documents on doit avoir pour garantir un minimum de sécurité, justement? Ben, quand on sort, chers subsahariens, chers communautaires, quand vous devez sortir de la maison, il faut avoir au minimum la photocopie du passeport. Ça, c'est d'abord un.
La carte consulaire, elle est très importante. Je constate ici que nous avons des subsahariens qui ne savent même pas où se trouve leur ambassade pour aller faire une carte consulaire. Moi-même qui suis le président de la communauté ivoirienne en Tunisie, j'ai mon passeport, j'ai ma carte consulaire. Parce que c'est la carte consulaire qui prouve que tu as été enregistré dans ton ambassade. Bien sûr. Donc il faut avoir la carte consulaire et avoir la photocopie du passeport. Je pense que ça suffit. Parce que c'est à nous, si vous avez ces documents-là, c'est à nous de dire aux autorités tunisiennes que ce n'est pas tout le monde qui sont passés par le désert. Nous ne venons pas tous du désert. Mais si tu n'as pas le passeport, tu n'as pas de carte consulaire, mais on va te prendre pour quelqu'un qui est passé par le désert. Parce qu'aujourd'hui, pour l'État tunisien, pour la communauté tunisienne, aujourd'hui, c'est que tout le monde, tous les délinquants sont passés par le désert. Et c'est ce qui est réel. Donc, il faut avoir au minimum le passeport. Il faut avoir au minimum la carte consulaire. Donc, je suis en train de dire à mes frères et sœurs de chercher à aller prendre la carte consulaire. Le reste, là, on va faire ce travail-là. Le reste, c'est de dire à l'État tunisien, le reste, c'est de dire aux autorités tunisiennes que du moment qu'on a le passeport, du moment que nous sommes passés par l'aéroport, c'est-à-dire la voie légale, du moment que nous avons la carte consulaire, nous sommes identifiés. Maintenant, si ils doivent aussi prendre nos empreintes, ce n'est pas dans la violence. Parce que la violence aussi, c'est nous qui avons provoqué. Sinon, hier, nous étions en train de leur dire qu'on ne peut pas attraper un individu pour seulement l'enregistrer, prendre ses empreintes, on ne peut pas le brutaliser, le mettre dans un coffre ou bien dans un truc. Non. On a fait ce combat-là. Je crois que ça va baisser un peu. Donc, si vous avez ces documents et qu'ils veulent aussi encore vous enregistrer, vous enrôler, ils vont le faire, il n'y a pas de souci. Mais au moins, il faut avoir un document qui atteste que tu t'appelles monsieur Tan. Parce que c'est le passeport du moment que tu es étranger. Et que tu as été identifié. D'accord. Bon, je pense qu'on est presque au terme de cette interview. Merci. Je veux justement, avant de terminer, évoquer un peu la question du rapatriement volontaire. Je pense que il y a beaucoup de subsahariens qui s'enregistrent soit dans les ambassades, soit dans les associations pour des rapatriements volontaires. Voilà. Et par rapport à tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous, en tant que président d'association, vous pouvez dire aux autorités tunisiennes, justement, pour ne pas mélanger tout le monde, justement? Oui, le cas du rapatriement, comme je l'ai dit, le tonnerre a grondé. Donc, on ira aussi vers les autorités ivoiriennes. Bon, je crois que c'est vrai, dans tout le débat, j'étais en train de parler des subsahariens. Je suis ivoirien. Et ce que je sais, c'est que notre ambassade, nos autorités, l'État ivoirien, a lancé une opération de retour volontaire. Je crois que d'ici demain ou après-demain, d'ici lundi, nous allons appeler les responsables de notre ambassade pour pouvoir parler encore avec eux, pour accélérer vraiment le processus de rapatriement volontaire. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent rentrer chez eux, mais qui ont fait confiance à l'État ivoirien en s'inscrivant, mais qui n'ont pas de résultats. Donc plus ça tarde, plus ces personnes, on ne les voit plus. Vous voyez un peu? Donc on va vraiment prendre toutes les informations pour que aussi nous puissions communiquer aussi dessus. Très bientôt, on aura un direct. Voilà, on aura aussi encore un direct. Et quand la situation sera calme et apaisée, je pense qu'on va avoir un direct pour expliquer aussi aux gens, dire merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés. Déjà, je salue de passage le prophète OTT et son équipe, au niveau des hommes de Dieu qui nous ont déjà appelés pour, comment on appelle, une rencontre ce dimanche, ce lundi, par rapport à la situation. Donc, quand on va finir tout ça, on va faire un direct. Et je crois qu'en ce moment-là, on vous dira aussi, on va donner la date que l'ambassade va nous donner approximativement du départ de nos compatriotes. Donc, j'encourage tout un chacun, pour ceux qui veulent rentrer au pays, de chercher à s'inscrire. Et nous allons mettre vraiment la balle dans le camp de l'ambassade pour pouvoir accélérer vraiment ce départ volontaire-là. Parce qu'il y en a des personnes qui ont besoin de ça. C'est pas tout le monde qui veut prendre le désert, comment on appelle, la Méditerranée. Voilà, c'est pas tout le monde qui veut prendre la Méditerranée. Pour ceux qui veulent rentrer, il faut les encourager avec des projets aussi à l'appui. Donc nous allons demander à l'État ivoirien, à travers l'ambassade, de vraiment mettre l'accent sur le retour volontaire. Et comment accompagner ce retour volontaire-là. Merci beaucoup, Président. Moi, j'ai été super honoré de faire cette interview avec vous. Merci.
Merci pour toutes les informations qui sont un peu plus claires, justement, parce qu'on voyait beaucoup de choses sur Internet. Mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, à toutes les personnes qui suivent le direct? Mot de fin, justement. D'accord. Mon mot de fin, c'est juste vous dire que n'ayez pas de crainte. Hein, calmez-vous. Pour ceux qui vont au travail, allez-y au travail. Seulement que le côté Ariana, Ariana, Mansoura, Boujouzi, ce sont des endroits qu'on peut appeler zones rouges, vu la situation, parce que ils sont dans leur pays, ils connaissent un peu la population. Donc après les statistiques, après avoir fait les statistiques, ils ont constaté que les subsahariens délinquants entre guillemets, qui sont venus pour des agressions, sont beaucoup logés vers cette zone-là. C'est pour cela que vous allez constater qu'il va y avoir vraiment un travail de fond dans cette zone-là. Mais je pense que dès demain, avec l'équipe de l'Union des Ivoiriens, nous aurons des rencontres avec les chefs de police, de postes là-bas, pour essayer de calmer un peu la situation et défendre et plaider pour ceux qui ont le passeport, qui sont entrés légalement sur le territoire et qui ont la carte consulaire et qui sont identifiés à travers une association aussi. Nous allons soumettre cela et c'est ce qui sera fait. Donc on va revenir très bientôt sur ce plateau, ici même au siège de l'Union des Ivoiriens ou bien à votre siège Afroplanète. Nous allons organiser vraiment une rencontre pour pouvoir donner ces détails et que nous allons peut-être appeler, entre guillemets, la bonne nouvelle. Après avoir passé un moment très difficile, parce que je sais que ma communauté subsaharienne est dans les doutes. Et je voulais aussi souligner le cas des Maquis, des Zungada. Le cas des Zungada. Et le cas aussi des posts sur les réseaux sociaux que nous appelons Africa Market. Voilà aujourd'hui comment on appelle, des pistes qui aujourd'hui salissent le nom de la communauté subsaharienne. Lorsque on voit sur Africa Market, comment on appelle, des images ou bien des posts qui ne n'ont pas la communauté subsaharienne, mais nous sommes classés. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des choses que nous allons travailler dessus. Voilà. Encore merci à vous. Et que Dieu nous bénisse. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des numéros justement que vous pouvez communiquer? Oui. Les gens puissent vous contacter en cas de... Oui, on va mettre les numéros après en bas avec la vidéo. On va mettre les numéros en bas pour que, toutefois qu'il y a des situations, vous pouvez nous contacter. D'accord. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci à vous qui avez suivi. On a été justement content de vous faire passer les vraies informations. On va dire, on se retrouvera une prochaine fois pour vous passer encore de plus amples informations. Merci à vous et bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ensemble. Merci. Merci. Merci.